C'est juste vraiment, vraiment dur financièrement de financer une carrière chez les pros. Si t'es pas top 100 au tennis, tu fais pas d'argent. Tu peux pas en vivre, c'est Donc ça, c'est la réalité. Exact. Vous savez quoi? Elle est affamée. Donc là, je pense qu'elle sent que finalement, elle a passé un cap en ce moment. Et on a quand même eu pendant 20 ans que Federer, Nadal, Djokovic. Et là, on a ces deux-là. Alors, est-ce qu'ils sont si faciles que ça à remplacer? Je sais pas. Salut, bienvenue à Sur la ligne. Alex Rigébal dans votre compagnie, Hugues Léger en face de moi et Charlotte Robillard-Minette à ma gauche. Je commence avec toi, Charlotte. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Ça va bien, commence à faire beau. Il faisait 22 degrés aujourd'hui, gros soleil. J'ai sorti mes chiens, mes parents rouvrent la piscine à la maison familiale. Les gens jouent dehors. Les terrains à côté de chez nous sont officiellement ouverts. Ça fait du bien. Ça fait du bien au moral après les journées de pluie. Donc, je peux pas trop me plaindre. Hugues, influencé par le Masters là, avec son veston vert du Augusta National, as-tu eu plus de demandes de réservation de terrain à l'extérieur là, pour Tennis Montréal? Ben, c'est parti, là. Tous les terrains ou presque sont ouverts à Montréal. Je joue dehors depuis 2 week-ends déjà. Là. C'est vraiment tellement cool. Samedi, c'était beau. Donc, l'été est parti et le tennis va juste monter en popularité dans les prochaines semaines. D'ailleurs, vous savez que vous avez quelque chose en commun, les deux, et que moi, je n'ai pas. Les deux, vous avez un profil de joueur de tennis ITF. Vous savez que Hugues aussi a son propre. Ah ouais? L'autre jour, j'oublie toujours si son nom c'est écrit avec un accent ou pas, fait que je le cherche une fois sur deux, OK? Puis là, je tape Hugues Léger, puis je vois qu'il y a un profil ITF. Il nous cache des choses. Ben oui. Il nous cache une vie. Qui est d'ailleurs en chute libre. Mais oui, j'en ai un. Je regardais ton classement et honnêtement, il va falloir que tu fasses quelque chose assez rapidement. Mais regarde, moi, j'en ai pas de profil ITF. Alors, c'est ça. Ben bravo, vous avez quelque chose en commun. Très content de vous avoir avec moi pour cet épisode. On a beaucoup de choses à parler. Il y avait des Canadiens en action la semaine dernière, le tournoi de Madrid qui est commencé également. On reçoit Mélodie Collard-Joyce qui a joué en Virginie dans la NCAA. Et d'ailleurs, ça va ouvrir une discussion un peu sur tout ce qui se passe présentement du côté universitaire, notamment américain. On a quelques autres nouvelles un peu plus légères. On va commencer avec ce qui s'est passé la semaine passée. Il y en a un qui a quand même bien fait du côté de Denis Shapovalov, au moins un quart de finale. Et là, ça fait quand même quelques moments là, qu'on attendait un bon résultat là, pour Shapovalov depuis Indian Wells. Tu vois ça comment, Charlotte? Ben, c'est encourageant. C'est sûr, quand on voit des victoires du côté de Shapovalov, puis sur terre battue aussi, c'est bien de voir que côté physiquement, il est là, il est prêt à se battre. Là, c'est sûr que à Madrid, ça a un peu moins bien été. Il y a eu un bail au premier tour, puis il a perdu tout de suite d'entrée. Donc, on voit que c'est en dents de scie. Des fois, ça va bien, des fois, ça va moins bien. J'ai hâte de voir une constance. C'est sûr qu'il est encore bien classé, donc il est une tête de série à Madrid, par exemple, mais pour moi, je le vois plus, puis je le répète souvent, dans le top 15, même dans le top 10. C'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, beaucoup de talent, qui est capable de faire plein de choses. Je pense que émotionnellement, des fois, il est un petit peu en montagne russe, puis ça, peut-être que ça fait en sorte qu'il y a des bonnes semaines et des moins bonnes semaines, puis je pense que quand il va être capable de trouver sa constance, puis de vraiment se poser sur chaque tournoi et mettre son niveau, ça va changer la donne pour lui. Ouais, c'est un quart de finale à Munich et il a perdu effectivement au deuxième tour à Madrid. Mais est-ce que tu vois quand même un peu de positif là-dedans, Hugues, ou est-ce que tu es en accord avec Charlotte? C'est beaucoup d'up and down, entre guillemets. Et là, regarde, c'est 140e mondial là, contre qui il a perdu au deuxième tour à Madrid. C'est un peu à l'image des dernières années, cela dit. Et peut-être qu'en fin d'année, on va regarder, il va encore remporter un autre titre. Ben, moi, depuis sa victoire à Dallas l'an passé, je m'étais dit, il est capable de tout. Il avait battu 3 top 10 dans la même semaine. On en a parlé plusieurs fois. Mais je m'attends à ce niveau de constance-là. Tu bats 3 top 10 dans la même semaine. Pourquoi tu le fais pas plus souvent durant l'année? Qu'est-ce qui fait qu'il y a un blocage? Moi, honnêtement, je suis un peu inquiet pour la suite de Denis. Il y a eu plusieurs coachs durant cette période-là aussi. Donc, il est vraiment encore en recherche de régularité. J'ai l'impression qu'il n'a pas les pieds ancrés dans son tennis clairement en ce moment. C'est des hauts et des bas. Et bon, il n'y a pas du tout de direction en ce moment. Il n'y a pas de momentum. Je vais quand même souligner son quart de finale. Quand on regarde ce qui se passe à Madrid, Félix Auger-Aliassime était en action. C'est déjà terminé pour lui, Hugues. Oui, contre le Belge Blox. Donc, ça a été une défaite assez rapide en 2 sets.
Donc, un petit peu décevant quand même après une bonne première semaine pour Félix. Donc, plus de Canadiens du côté masculin. Diallo s'est retiré sur blessure aussi. Donc, c'est terminé côté masculin à Madrid. Par contre, il y en a une qui est encore en action. Charlotte, Leila Annie Fernandez, toujours en vie du côté de Madrid. Oui, je me demande si c'est parce qu'on a invité son père, on lui a envoyé des bonnes énergies. Il y a un déclic depuis 2 semaines. On a manifesté quelque chose pour elle. Ouais. Non, mais blague à part, ça va bien. On en a parlé sur le balado, justement, qu'on croyait en elle là, dans les prochaines semaines, puis qu'il y a quelque chose qui se passait suite à ses blessures. Là, on la sentait... Sur la pente montante. Sur la pente montante, exactement. Puis c'est un peu ce qu'on voit. Après qu'elle a perdu, on en avait parlé contre Ibakina en 3-7, on sentait que le niveau était là. Et là, elle est encore de finale. Elle est en bonne posture. J'aime beaucoup ce que je vois. J'aime son attitude, comme d'habitude. On en parle tout le temps, mais très déterminée, très acharnée. Elle joue bien sur terre battue. Elle bouge bien. Elle a des angles, des amortis. Elle va chercher des victoires solides. Puis j'ai hâte de voir, là, elle va jouer Andreeva. Je pense que ça va être un bon match. Ça va être intéressant. Puis ça s'ouvre un petit peu pour elle, je pense. Là. Il y a des possibilités de pouvoir avancer dans ce tournoi, puis d'aller chercher de la confiance, justement, après des mois peut-être un petit peu plus difficiles avec des blessures. Gros quart de finale qui s'en vient contre Andreeva. Et ce qui peut peut-être avantager Leila, c'est qu'elles vont jouer demain. Leila a eu un match facile en 8e. Andreeva, un long match de plus de 3 heures, donc les deux rejouent demain. Espérons que physiquement, Leila pourrait être un peu plus fraîche, en profiter un peu, parce que c'est un gros match-up quand même. Andreeva, une joueuse assez constante maintenant du top 10, a eu des matchs serrés contre Mboko, on le sait. Bon, c'est une joueuse qui va être là pour durer. Mais j'aime les chances de Leila. Elle est vraiment sur une belle lancée en ce moment, puis pourquoi pas une victoire demain. Elle l'a déjà battu, d'ailleurs. Le dernier affrontement que les deux filles ont fait une contre l'autre, elle l'a gagné. Cela dit, ça remontait à 2023, donc ça fait quand même un bon petit bout. Andreeva, elle n'est pas vieille, là. Alors, elle était beaucoup plus jeune. Là. Elle est vraiment pas la même joueuse. Elle a 2 titres cette année, Mira Andreeva, déjà. Elle est 8e au monde. On le sait, là, c'est probablement une fille qui va gagner des grands chelems plus tôt que plus tard. Elle est championne en WTA 1000 aussi, Mira Andreeva. Là. Alors, honnêtement, c'est tout un défi. Mais honnêtement, je suis pas sûr que c'était Andreeva, tu prends ce match-là à la légère nécessairement, parce que là, tu as une fille qui a déjà fait les finales de Grand Chelem, qui est une des bonnes joueuses sur le circuit, Leila Annie Fernandez. Et là, comme on dit, on est sur la pente montante. Quand tu affrontes une fille qui a du momentum comme ça, Charlotte, c'est toujours un peu intimidant. Oui, c'est sûr, quand il y a quelqu'un qui joue bien, qui a des bonnes sensations, que tu vois que dans le tournoi, elle passe à travers ses matchs, puis elle semble bien, c'est sûr que c'est un petit peu plus intimidant. Elle a battu l'Autrichienne Julia Graber, qui avait battu Badoza au premier tour. Leila, ensuite, elle a battu Iva Jovic, qui est quand même une grosse une des joueuses en forme en ce moment. Une des joueuses qui joue très, très bien sur un match accroché. Donc, on voit que quand ça devient un petit peu plus important, elle a été capable de passer par-dessus. Donc, ça peut lui donner un bon match pour vraiment rentrer dans son tournoi. Puis ensuite, elle a joué Anne Lee, l'Américaine, contre qui elle avait perdu à Madrid l'année passée. Donc, elle avait perdu en 2-7 contre elle. Puis en fait, elle était 0-2 contre elle. Donc, on voit que là, il se passe quelque chose. Elle est dans des bons états d'esprit. Moi, j'ai confiance en Leila pour la suite, surtout sur terre battue contre Andreeva. Je pense qu'elle est capable de la déranger puis de créer quelque chose. Puis tu sais quoi? Vous savez quoi? Elle est affamée. Elle a eu une période de doute. Elle est là en début d'année, fin d'année. Son père nous l'a dit, Jorge. Donc là, je pense qu'elle sent que finalement, elle a passé un cap en ce moment. J'ai échangé avec Jorge après ses victoires au premier tour. Puis il me dit, elle est sur une bonne lancée en ce moment. Fait qu'ils sentent là, qu'elle a retrouvé son jeu, elle a envie. Souvent, on le sent à l'intérieur de l'équipe quand on est capable de dire oui, là, ça va bien. Des fois, on le sait aussi au contraire, que ça va moins bien, puis on le sait qu'on est plus fragile ou que c'est une moins bonne passe. Donc, de l'entendre de leur bouche aussi, de savoir qu'ils se sentent bien, c'est bon pour la suite. Puis Andreeva qui a eu un gros match contre Bondar, comme tu l'as dit. Donc, peut-être un peu de fatigue accumulée. Puis, ça va être intéressant de suivre ce match-là, puis de voir si elle est capable d'aller vraiment... Beaucoup de points à aller chercher en plus pour elle, si jamais elle pouvait se rendre en demi-finale d'un Masters 1000 ou d'un WTA 1000. Puis il y a eu quelques joueuses aussi qui se sont retirées. Donc, je parlais que ça ouvrait la voie aussi pour Leila. Il y a Anisimova, il y a Towson, il y a Keys, Samsonova aussi, Swiatek qui s'est retirée pendant son match. Donc, il y a quand même de la place pour
continuer d'avancer par la suite s'il est capable de passer ce match. Chose certaine, ce sont ses 2 meilleurs résultats de la saison en 2 tournois consécutifs. Exact. Alors ça, c'est vraiment... puis des quarts de finale là, en WTA 1000, c'est jamais banal pour à peu près n'importe quel joueur. Là. Il y aura à tout le moins de ça de positif. Et son match contre Andreeva, c'est un bon match baromètre pour savoir où elle se situe présentement. Il est où son niveau présentement? Parce que, bon, là, tu affrontes une des meilleures joueuses au monde. Puis si tu es capable de à tout le moins rivaliser, de la pousser dans ses derniers retranchements sans même la battre nécessairement, c'est déjà extrêmement positif puis ça va t'apporter peut-être un peu de confiance pour les matchs. Alex, rappelons les 2 balles de match contre Rybakina il y a une semaine. C'est ce que j'allais dire. Donc, elle est près du très haut niveau. Le baromètre était bon cette semaine-là. Ouais. Je pense qu'il va être bon encore cette semaine de voir. Elle l'a fait une fois contre Rybakina. Elle était si proche, qui est probablement la meilleure joueuse du circuit en ce moment, ou la deuxième après Sabalenka. Ouais. Et là, si elle joue Andreeva, qui est aussi une très, très bonne joueuse. On est content pour elle, en tout cas. Oui, donc on va suivre ça avec intérêt, surtout que nos Canadiens sont sortis. Puis il y a Vicky Mboko aussi qui est sortie, malheureusement. D'entrée de jeu. D'entrée de jeu. Donc, elle est le dernier espoir à Madrid pour le Canada. Donc, on va suivre ça avec intérêt pour Leila. Vous voyez qui? Dans nos notes, on parlait de quart de finale, mais si je vous parlais de champion, vous voyez qui aller jusqu'à la fin de ce tournoi-là, puis on s'en reparlera la semaine prochaine, autant du côté des hommes que des femmes. Charlotte, tu souris, fait que je commence avec toi. Je vous rappelle qu'il y a toujours 2 façons de suivre les contenus de KO Sport, soit en s'abonnant au ko-sport.tv. Vous avez droit à différentes primeurs, des offres spéciales, des rencontres avec les animateurs de la station. Sinon, vous pouvez toujours nous suivre sur YouTube. Alors, abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt. Il y a eu quand même beaucoup de surprises, surtout chez les hommes. Ouais. Sinner est encore là. Oui, Sinner, ça, c'est quand même... c'est toujours l'homme à battre. De mise. Ouais. Mais Paul est sorti, Rublev est sorti, Rinderknecht, maladie, Deminor, Shelton, Vachereau, Bublik, Tien, Humbert. Il y en a beaucoup qui sont... Vachereau qui était sur une bonne séquence. Oui, exact. Shelton aussi. On voit même Tsitsipas qui renaît. Ben là, Félix, que j'ai pas nommé, mais qui a perdu également. Donc, moi, je dirais... je verrais évidemment Sinner. Évidemment, Sinner contre Fils, parce que Fils est en bonne posture ces temps-ci, une bonne séquence. Il a gagné un tournoi, puis là, on voit que vraiment, il prend ses aises. Donc, Sinner contre Fils, puis ensuite, je dirais Rude, qui a gagné le tournoi l'année passée, en 2025. Donc, Rude contre Zverev. Donc, je dirais ça, c'est mon corridaz. Et là, parce que c'est trop facile de dire le gagnant. D'après moi, c'est Sinner qui va gagner. Donc, je vous donne mon idée des ça fait pas mal de sens. C'est un corridor qui se tient, ouais. Oui. Kasparov sur terre battue, quand même, qu'il est plus là. Zverev aussi, je veux dire, il n'y a pas beaucoup... Il n'y a pas beaucoup de choses à dire contre les choix que tu as fait. Du côté des femmes, tu vois qui peut-être? Hugues, peut-être tu veux enchaîner avec écoute, j'aime beaucoup ton corridas, Charlotte. Je pense que Zverev et Sinner vont aller en demi-finale chacun de leur côté. C'est Zverev qui est deuxième favori du tableau. Mais moi aussi, j'aime beaucoup Arthur Fils en ce moment, qui depuis son retour, il est plus fit, il a perdu un petit peu de poids, il joue en confiance, il gagne Barcelone il y a quelques jours. Moi, je pense que c'est le joueur qui va être à surveiller jusqu'à Roland-Garros. Il va falloir qu'il gère bien son calendrier. On lui souhaite qu'il reste en forme, mais ce sera sûrement un des 4 demi-finalistes. Sa mentalité a changé aussi. Il en a parlé qu'il laisse plus aller. Beaucoup plus cool. Beaucoup plus relâché. Puis il s'en fait moins avec chaque partie, chaque match, chaque semaine. Je pense que ça peut toujours aider quand l'horaire est toujours chargé comme on le connaît. Ouais. T'es d'accord avec ces prédictions-là, toi aussi? Hey, honnêtement, là, j'essaie de plus trop faire de prédictions parce que quand je regarde mes prédictions, c'est jamais très bon. Mais je vois mal quelqu'un battre Sinner en ce moment. Je veux dire, c'est dur de gager contre Sinner. Puis même quand je regarde du côté du tableau des femmes, j'ai de la misère à gager contre Sabalenka. Je veux dire, puis surtout quand tu regardes le reste du tableau, qui reste de l'autre côté, je veux dire... t'as peut-être des vétérans là, comme Pliskova, peut-être qui pourraient venir surprendre, mais même encore là, quand je il reste Rybakina. Elle jouait présentement. C'était le tie-break du premier set, de ce que j'ai vu. Mais moi, mes prédictions, je te dirais que c'est, pour mon corridas, Sabalenka contre Leila. Puis ensuite, je dirais Noskova contre Rybakina. Est-ce que tu peux nous confirmer le score? Non, mais elle est... en tout cas, moi, c'est pas ça. J'ai pas Rybakina sur le tableau que j'ai. Laisse-moi vérifier.
Je pense qu'elle jouait... Elle doit être dans les matchs conclus ou en cours. Là. Mais en tout cas, moi, je vais rajouter un petit truc du côté masculin. Très curieux du match-up entre Tsitsipas et Casper Ruud. Voir c'est ça, qui remonte là, dans un quart demi-finale d'un Masters 1000. C'est deux joueurs qui ont déjà connu des meilleurs jours, je vais le dire comme ça. Donc, c'est un match-up qui va être vraiment intéressant. Tsitsipas, qui souffre beaucoup là, depuis le début de l'année. Et tout d'un coup, il y a une petite brèche qui s'ouvre. Il y a une victoire contre public pour se rendre là. Ouais. Donc, une belle victoire quand même. Exact. Ouais. On voit qu'il renaît un petit peu, comme tu le dis. C'est un joueur du top 10. Ah oui, puis absolument. là, il avait perdu un match. Il était sorti du top 50 ou 100. Ou en tout cas, il y avait eu une grosse débarque. Puis c'était comme dramatique de ce côté-là. Donc, vraiment contente pour lui, qui est un joueur un peu différent. Il est 80e cette semaine. 80e. Okay, c'est ça. Donc, je pense qu'il y a quelques semaines ou peut-être un mois ou deux, il avait perdu un match qui faisait qu'il sortait du top 100, ce qui est incroyable parce que pour moi, c'est un joueur qui super talentueux, qui fait plein de choses encore une fois, qui a un beau revers à une main qui est quand même rare, unique sur le circuit. Puis il avait vraiment perdu tous ses repères. Là, on voyait que ça marchait plus du tout. Aussi avec son père, son entraîneur, c'est plus difficile. Donc il y avait beaucoup de changements par rapport à ça. Donc c'est jamais facile quand il y a quelque chose qu'on le voit avec Alcaraz. C'est pas nécessairement la raison principale. Là. On sait qu'il est blessé. Mais ça crée toujours un peu de remous, c'est ça, de remous dans l'équipe. Mais du côté des femmes, je vous annonce que Rybakina a été surprise par Patapova. Ah oui, mais c'est ça, j'avais un sentiment qu'il y avait peut-être quelque chose du côté-là, parce que quand j'ai regardé, c'était 6-6 tantôt. Et attends, je tiens à dire que Potapova sort des qualifications où elle a perdu. Elle est lucky loser. Elle est rendue en quart de finale. En quart de finale, ouais. Wow. Non, il y a quand même quelques surprises. Coco était sortie. OK, ben là, attends, là, ça change ma prédiction. Non, mais je comprends. Deuxième chance. Je comprends que tu peux pas avoir Rybakina, mais... Noskova contre Rybakina. Non, mais Noskova a passé, par contre. Noskova, elle a passé contre Marta Kotsur. Oui, c'est ça. Donc, ça va être Noskova contre Potapova. T'as Pliskova là-bas, qui est quand même une grosse serveuse, qui est une ancienne numéro 1 mondiale. C'était surprenant de voir exact, ça. Mais c'est ça, il y a beaucoup de surprises du côté des femmes. Là. Ça, Coco s'est fait sortir par Noskova. Noskova, c'est comme une jeune joueuse talentueuse, mais on la voyait vraiment éclore très jeune, mais là, je tiens à dire que quand je faisais mes notes pour le balado et que je faisais mes recherches sur le tournoi, t'as 8 pages de notes là, pour les gens qui nous écoutent en audio. Elle est prête. Mais je parlais avec mon copain puis je disais, bon, je vais faire mes prédictions, qui je pense va gagner, et j'ai dit, veux-tu les faire avec moi juste pour me dire ce que tu penses? Il a pris les noms dans un chapeau. Et il a dit Noskova en demi-finale. Mais c'est une fille avant qu'elle joue Goff, avant de la balle. C'est une fille qui a tellement de talent. Je lui donne crédit pour ça. En même temps, moi, j'ai l'impression que ça va se remporter dans le haut du tableau parce que quand tu regardes les quarts de finale en haut, tu as Sabalenka contre Baptiste. D'ailleurs, Baptiste, c'est une fille qui est en train d'exploser. Honnêtement. Elle est rendue 36e au monde. Puis je serais curieux de savoir s'il y a la moitié des gens aux États-Unis qui ont une idée de qui est Ellie Baptiste. Là. Alors, elle a un potentiel énorme. Oui, exact. C'est une athlète. Et bon, mais en même temps, elle joue contre Sabalenka qui est... Bon, ça va être intéressant. Je pense que Sabalenka va passer, mais je pense que ça peut être on parlait de baromètre. Je suis intéressée de voir, je suis curieuse, voir elle est où par rapport à justement probablement une des meilleures joueuses. On n'aime pas ça spéculer, mais je vais le faire, Alex. Je me lance cette fois-ci. Si jamais Leylah bat Andreeva et que Sabalenka gagne, donc reprise d'un match qui a eu lieu au US Open, on se souvient, en 2021. C'est un peu dramatique, ça. Sur dur, où Leylah avait fait craquer Sabalenka pour se qualifier donc pour les finales du US Open. Est-ce qu'elle pourrait la battre une nouvelle fois maintenant sur une surface plus lente, qui va peut-être donner plus de chance en retour à Leylah sur le service et enlever un peu de puissance à Sabalenka, mais j'aimerais tellement avoir une demi-finale Sabalenka, on Leylah Fernandez. Notre popcorn, puis on regarderait match ça. Popcorn, exactement. Espérons. Quand tu bats quelqu'un une fois, on dirait que tu es dans sa tête un petit peu, surtout que je sais que c'était une défaite un peu... Et on sait qu'elle peut troubler l'émotive Sabalenka. Exact, surtout sur terre battue. Et tous les titres Grand Chelem de Sabalenka sont sur dur. Exact. Avec en Australie et US Open. Alors... effectivement, ça pourrait être... Moi, j'ai l'impression que ça va se gagner dans le haut du tableau parce que c'est ça. En haut, tu as Sabalenka contre Baptiste. Supposons que je le donne à Sabalenka, mais il reste que, Leylah Fernandez et Andreeva, c'est deux filles qui pourraient très bien repartir avec le titre, mais Pliskova, ça a été quand même le numéro 1 mondial. On peut jamais la mettre de côté. Non, puis c'est une fille qui a un gros service. Fait que, il y a l'expérience aussi. D'ailleurs, avez-vous vu ça? Avez-vous vu le tableau passé cette semaine comme quoi
le coup droit de Sabalenka Ouais. est plus rapide fort que les hommes. que plus fort que les Ouais. hommes. Bon, Un là, kilomètre, peut-être que tu peux expliquer. 1 ou 2 kilomètres. J'adore. Ça va être le clip de la semaine. J'allais te faire commenter, mais juste ta face vaut la peine. OK? C'est juste ta face comme my girl. Ouais, My je girl. suis fière d'elle. Mais souvent, on... Les filles frappent plus à plat, par contre. Mais ça fait quoi? Mais j'ai l'impression que la rotation de la balle, ça peut changer peut-être un peu. Oui, mais ça reste que la puissance... La c'est vitesse, c'est la vitesse. Non, je suis d'accord, Ouais, je suis d'accord. c'est ça. Hey, non, les chiffres sont les chiffres. Ouais. Je suis pas en train de Ne dire- rabaisse non, pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je suis en train de... Non, mais on compare souvent le tennis féminin au tennis masculin, Ouais. puis à quel point c'est plus populaire, les hommes, puis plus intéressant, entre guillemets, on s'entend, et que ça vend plus. Mais on a vu qu'il y a eu des finales incroyables au niveau des femmes aussi, puis qu'ils font des choses spectaculaires, que ça vaut la peine de les regarder, puis que ce soit aussi mis en valeur que les hommes. Donc, des statistiques comme ça me fait plaisir à entendre. Ben ouais, puis c'est toujours intéressant. Puis pour vrai, honnêtement, le tennis, moi, je l'ai toujours dit, puis moi, je le répète, puis je vais le dire haut et fort, puis all die on that hill, là, comme on dit, là, mais Billie Jean King, pour moi, est la plus grande athlète, tout sport confondu. Puis tu sais, on en a déjà parlé en ondes. J'ai pleuré quand je l'ai rencontré. J'étais pas capable. Là. Puis J'ai une photo qui le prouve. Je le sais, puis je suis pas starstruck. Là. Je travaille avec des athlètes à tous les jours de ma vie. Je ne suis jamais starstruck. Je vais être plus starstruck par les athlètes, ça m'arrive pas. Là, parce que c'est mon travail. Mais Billie Jean King, là, j'étais pas capable parce que cette fille-là a mis le tennis sur la map et a mis c'est pour impressionnant les ce qu'elle a femmes. fait. Puis dans le contexte dans lequel elle a fait. Puis tu sais, si vous savez pas de quoi je parle, vous pouvez aller voir le film, le biopic. Là, Battle of the Sexes. Ouais, Battle of the Sexes. On n'en parlait pas autant non plus dans ce temps-là. Donc, quand elle Non. a été capable de se lever pour parler de ça, puis de faire quelque chose avec le tennis féminin, de le mettre sur la map, comme tu dis. Il était 15 ans en avant sur tous les autres sports. Tu sais, les Sharapova, les Serena Williams, c'était parmi les filles les plus reconnues au monde. Puis même avant cette génération-là, tu sais. Elle a été chercher en plus, Alex, les commanditaires. Tu sais que le volet marketing m'intéresse dans le sport. Donc, Virginia Slims, You've Come a Long Way, Baby, c'est pour le premier circuit féminin professionnel et la gang avec les original. Puis elle est derrière la PWHL Billie Jean aussi, Billie Jean King, elle a Exact. aidé. Et là, quand on voit ce qui se passe du côté féminin, du côté hockey, et bon, le basket avec Caitlin Clark, le sport féminin est en train d'exploser. Moi, Oui. ça fait déjà quelques années que je le dis, si j'avais eu bien de l'argent à investir, j'aurais investi dans le sport féminin. Ça aurait été un investissement. En plein essor. Ben oui, c'est sûr que tu fais de l'argent, tu ne te poses même pas la question, à condition de le mettre au bon endroit. Mais le tennis, c'était, je dis 15, peut-être même 20, 25 ans en avant des autres sports, parce que ça fait longtemps qu'elle est meilleure au monde à tout le moins. Là, le top. Puis, tu sais, C'est pas dans tous les sports que tu peux vivre de ton ben, sport. quand on regardait, là, ce sera peut-être plus vrai là, avec Caitlin Clark et tout ça, là, mais quand on regardait dans les top 10 du Forbes, les athlètes les mieux payés, c'était 9 sur 10, c'était des joueuses de tennis. Puis là, tu avais peut-être une patineuse artistique qui popait ou une joueuse de Le soccer. golf. Sharapova, Williams. Léla était là. Léla était il y a top quelques 10. années. Alors top 10. que, tu sais, je veux dire, rien n'est enlevé, mais peut-être qu'elle n'avait pas d'affaires dans le top 10 des athlètes les mieux payés au monde à ce niveau-là. Et ça dit long sur les autres sports, mettons. Tu sais. Ouais. Mais voilà. Parlant d'athlètes qui sont payés, ça fait quand même un bon lien. On reçoit Mélodie Collard aujourd'hui. Bon, tout ce qui se passe dans la NCAA, c'est quand même assez spécial. Luc, je sais pas, toi, t'aimes ça, le jaser de l'économie du sport, tout ça, et toute la question des NIL, là, c'est-à-dire que les athlètes qui peuvent vendre leurs droits à l'image, là, c'est un peu ça. C'est une question qui t'intéresse beaucoup, sur laquelle tu as lu beaucoup? Ben, c'est certain. Et puis, ce qui est étonnant maintenant, c'est que dans certains programmes de tennis, il y a des coupures en ce moment, notamment Arkansas, qui avait un très bon programme, Seattle aussi, qui avait un programme. Donc, on sent qu'il y a une diminution du tennis dans certains États au niveau de l'investissement de l'NCAA parce qu'ils veulent protéger les gros sports, donc qui sont le basket et le football, évidemment. Donc, et c'est les vaches à lait de ces programmes. C'est les vaches à lait, donc c'est là que les budgets vont aller. Puis, donc, avec une plus grande répartition des revenus, ben, ils veulent ramener plus de budget du côté football et du côté basket. Mais pour nous, on le voit depuis 10 ans, c'est la voie royale parce que tu décroches un diplôme qui fait que si le tennis ne fonctionne pas, tu peux faire autre chose. Puis aussi, ben, maintenant, des très bons joueurs sont venus de la NCAA. Avant, ce n'était pas la voie privilégiée. Mais on regarde depuis une dizaine d'années, puis on regarde au Québec notamment, les Liam Draxel, les Gabriel Diallo, Mélodie Collard, on en parle, Alexis Galarneau, Taha Abadi, qu'on a rencontré aussi, qui est allé à
Turner, qui est passé par qui là est allé à aussi. Kentucky, qui est un peu le vivier pour les joueurs canadiens. Beaucoup sont passés par là. Donc, c'est très dommage si le tennis fait face à un désinvestissement du côté de la NCAA. Souhaitons que ça soit protégé parce que pour les athlètes, pour les joueurs athlètes et pour les futurs diplômés, c'est une voie vraiment intéressante, surtout pour les Québécois aussi qui peuvent avoir accès à des bourses d'études. C'est vrai pour le tennis, mais c'est vrai également pour tous les autres sports là, Ben qui oui. sont pas gros. Même, ça dépend de certaines universités. Et des là. États, exact. Et- Pour le hockey, par exemple, tu vas à Boston ou au Vermont, ça fonctionne, mais dans d'autres États, il n'y en aura pas. Là. Non, exact. Et ça dépend aussi de qui finance et qui décide de financer Oui. Les sports universitaires parce que tu as des mécènes qui vont apporter Tout à des fait. millions, C'est des dons privés, centaines de souvent. millions de dollars Exact. juste pour financer. Tu es un milliardaire, Tout à puis fait. toi, c'est ton alma mater, puis tu veux le financer, ben, tu vas trouver une façon de payer les joueurs. La Ouais. NCAA va devoir se poser des questions. Et justement, ben, on a parlé un peu de tout ça et surtout de la carrière, de sa carrière, parce que Mélodie Connard avait une grosse nouvelle à nous annoncer durant son entrevue que voici. Notre invité, cette semaine, on reçoit la joueuse universitaire, excellente joueuse en double et excellente joueuse point. Mélodie Collard, c'est pas la première fois que tu te joins au podcast Sur la ligne. Bienvenue et bon retour sur le podcast Sur la ligne. Comment vas-tu? Comment te portes-tu? Salut, merci de m'avoir encore une deuxième fois. Ça va super bien en ce moment. Puis non, c'est ça, un bon semestre pour moi, puis une bonne année en général. Ben, je pense que c'est un beau parcours universitaire de façon générale. Tu as pas mal été au sommet de ton sport universitaire. D'ailleurs, bon, pour les gens qui te connaissent un peu moins, peut-être rappeler pourquoi tu as décidé d'aller jouer du côté sud de la frontière, puis ben, nous expliquer un peu qu'est-ce que tu as vécu là-bas, puis tu peux braguer aussi sur peut-être les titres que tu as remportés. Disons que l'université américaine, c'est sûr que c'était vraiment une belle opportunité pour moi à prendre. Disons que aller jouer directement professionnel, premièrement, c'est très cher. Tout le monde le sait que c'est pas donné aller jouer au tennis professionnel. Puis à l'université, ça donne vraiment une bonne opportunité. Le niveau universitaire, je dirais qu'il fait juste augmenter à toutes les années. Les joueurs maintenant qui sont sur les équipes, c'est vraiment impressionnant. Il y a beaucoup de joueurs qui sont top 200. Fait que c'est quand même vraiment impressionnant de voir. Alors, c'est sûr que c'est vraiment une belle opportunité pour nous. On joue vraiment beaucoup de matchs. Puis aussi de compétitionner par équipe, c'est quelque chose qui c'est vraiment, vraiment rare. Alors, c'est sûr que pour moi, ça a été une décision quand même facile à prendre. C'est sûr que j'aurais voulu aller professionnel directement quand j'étais jeune dans les juniors, mais je pense que ça a vraiment été la meilleure décision pour moi de venir aux États-Unis. Puis, non, c'est ça, j'ai eu vraiment des belles années aux États-Unis. J'ai remporté NCAA en double en 2024. Puis ça, c'était la première fois qu'une équipe de l'histoire de UVA remportait un titre comme ça. Alors ça, c'était vraiment quelque chose de vraiment le fun que j'ai réussi à faire. On a aussi été classé numéro 1 l'année passée en tant qu'équipe. J'ai été classée en double numéro 1. J'essaie de penser. Je connais pas toutes mes stats par cœur, mais c'est sûr que ça a vraiment été un bon parcours pour moi. Puis d'aller jouer en Virginie, comment t'as trouvé l'université là-bas? Comment t'as trouvé le campus puis la vie universitaire là-bas? Je te dirais que UVA, c'est vraiment une bonne école. Je m'attendais pas honnêtement à ce que ce soit une tant bonne école. J'avais pas vraiment fait mes recherches avant. Moi, je regardais juste pour le tennis, puis j'avais aucune idée du côté académique. Alors, j'étais un peu surpris quand j'étais arrivée, puis c'était vraiment difficile du niveau académique. Mais je me suis habituée quand même rapidement. Le campus en tant que tel, c'est vraiment, vraiment beau. Ça me rappelle un peu chez moi parce que c'est plus comme vert. Puis il y a comme des montagnes, puis tout. Puis tu sais, c'est un peu plus comme... C'est plus facile de m'adapter. Mais c'est pas un campus tant gros. Tu sais, les campus universitaires qui sont immenses. Mais nous, je pense qu'on a à peu près 15 000 étudiants. Fait que tout ça fait quand même bien à la marche. Alors, je te dirais que UVA en tant que tel, honnêtement, j'ai vraiment une belle expérience. Puis d'être championne nationale en double, ça va? D'être championne nationale en double, comment tu as vécu ça? Parle-nous des émotions, là, une fois que tu fais le point de match, tu gagnes. Le monde, peut-être au Canada, n'a pas idée à quel point c'est prestigieux d'être champion national dans la NCAA. Et c'est vrai dans tous les sports et au tennis aussi. Là. Peut-être nous expliquer un peu l'ampleur de ce que c'est, puis peut-être nous donner la fierté que tu as eue de remporter ce titre-là. Ouais, mais c'est sûr qu'on est allé un peu sans attendre. Je suis allée avec ma partenaire, c'était rendu la deuxième année qu'on jouait. L'année précédente, on avait perdu au premier tour. Ça avait juste été vraiment terrible. On avait vraiment mal joué. Ça avait juste vraiment pas bien été. On avait des attentes parce qu'on était classés comme 3e au pays. Puis ça avait juste vraiment pas bien été. Puis on s'était dit, les deux, je pense qu'on est juste pas très bonnes à jouer pour nous-mêmes. Parce que c'est tout le temps en équipe. Fait qu'on s'était dit ça. Puis là, on est retourné la deuxième année. Puis on a gagné tous nos matchs
on a split le premier puis le deuxième set, puis on a tous remporté en prix Super Dri au troisième set. Fait que, ça s'est vraiment joué à rien. Mais je te dirais que j'avais pas vraiment réalisé l'ampleur. Juste à faire que je revienne à UVA, puis que là, le président de UVA nous écrive, que genre, mes TA m'écrivaient, il y avait du monde qui me demandait ma signature. J'étais comme, ben voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Puis, on a eu une ring qui était vraiment le fun, on a eu une cérémonie. Fait que, là, c'était vraiment gros, là. Puis, on avait plein d'interviews, puis tout. Puis, j'étais comme, oh my God, c'est un peu intense. Fait que, c'est vraiment gros pour ici de gagner NCA. Puis, moi, j'avais pas vraiment réalisé. Mais c'est sûr que là, c'est vraiment le fun, c'est vraiment prestigieux. Fait que, c'est ça. Moi, j'ai une question pour toi, Mélodie. Ce serait quoi ton conseil? Parce que je sais qu'il y a beaucoup, moi, j'entraîne beaucoup les jeunes qui sont justement au secondaire puis qui se posent peut-être la question, est-ce que je vais à l'université américaine? Qu'est-ce que je fais avec mon tennis? C'est quoi le conseil que tu pourrais leur donner? C'est quoi les pour et les contre, disons, les choses que tu as le plus aimé, les choses que tu as trouvé le plus difficile, mais ce serait quoi que tu aimerais leur dire? Parce que moi, je suis pas allée à l'université américaine, malheureusement. Puis quand ils me posent la question, je leur réponds mon opinion, mais devenant quelqu'un qui l'a vraiment vécu pendant plusieurs années là-bas, j'aimerais ça savoir ta suggestion pour eux. Je te dirais que les pour et les contre, en fait, ce qui est le plus difficile, je te dirais, c'est le premier semestre, c'est très difficile, surtout quand tu viens de l'international, puis tu arrives aux États-Unis, puis il y a comme un cultural shock un peu. Puis t'es comme, oh mon Dieu, c'est gros ici. Comme, l'université, c'est comme leur vie. Tu sais, les gens, ils portent tout le chandail de UVA. C'est partout, partout, partout. Fait que ça, c'est vraiment un gros contraste. Fait que mon premier semestre, j'étais comme, oh my God, c'est vraiment intense. Fait que ça a été quand même difficile. Mais, puis aussi, un peu manage le côté académique, le côté sportif. Mais ça dépend. Je pense vraiment que tu dois prendre ta décision puis regarder comme, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux une équipe forte au tennis? Est-ce que je veux une bonne école? Parce que tout ça, ça joue dans ta décision. Puis ensuite, dans les pour, je te dirais que vraiment jouer pour une équipe, ça a été extraordinaire pour moi. Jouer pour d'autres filles, je te dirais que le tennis, c'est tellement un sport solitaire. Puis tu le sais, avec toutes les compétitions que tu as fait, tu es tout le temps en train de compétir pour toi. Puis c'est tellement un sport un peu selfish. Tout le monde compétitionne tout le temps pour eux. Mais être dans une équipe, on dirait que moi, ça m'a vraiment redonné l'amour pour le sport. De vraiment comme compétitionner avec d'autres filles, d'avoir vraiment du fun sur le terrain. Puis tu peux être aussi extra que tu veux sur le terrain. Tu sais, comme c'est vraiment, tout le monde a vu des vidéos des universités, puis comme toutes les filles qui vont se sauter dans les bras, c'est vraiment, vraiment la partie la plus incroyable. Puis moi, je pense que pour quelqu'un qui sait pas exactement si le tennis, c'est vraiment quelque chose qui veut faire, ou je sais pas, pour moi, ça a été vraiment comme une incroyable décision. Puis ensuite, tu finis avec un degré. Fait que, veux pas, moi, je recommanderais ça pour tout le monde. Elle est en train de te donner le faux mot. Hein? On parlait de ça avant de rentrer dans l'émission. Je sais pas si t'as vu Mélodie, là, elle a un grand sourire, elle a dicté, elle parlait. Non, mais je trouve ça bien. Je suis vraiment contente que tu partages ton expérience. C'est sûr que moi, il y a un côté de moi qui aurait aimé aussi y aller. Mais t'étais pas le genre de candidate à l'époque. Là, le contexte a changé un peu, mais quand t'es quatrième au monde junior, Charlotte, à l'époque, il y a personne qui serait allé ou presque côté NCA. Tout le monde maintenant, qui avait beaucoup plus. Exact. Surtout avec les NIL, on va en parler. Mais avant, vraiment pas. Comme non, c'est ça, t'avais pas le profil. Comme quatrième au monde, donc tu y allais pas, c'était même pas une décision. Maintenant, quatrième au monde, comme c'est presque sûr que tu y vas. C'est rendu tellement fort le niveau universitaire que tout le monde y va. Fait que c'est facile à dire avec du recul, mais avec le profil que t'avais, ça a tellement évolué, ça a tellement changé, mais je trouve ça bien de voir aussi que le niveau est tellement haut, puis qu'il y a des filles, des joueurs et des joueuses qui sortent de l'université, puis qui s'en vont, puis qui sont top 100, top 200, même mieux que ça encore, donc c'est vraiment bien. Mélodie, je suis curieux, on va revenir un peu sur ta carrière entière, mais t'es juste un petit peu plus jeune que Charlotte. Est-ce que c'est une joueuse que tu regardais jouer? C'est une fille que t'as vue sur les terrains? Est-ce que t'as regardé, t'en pensais quoi? Je veux dire non! non, je t'ai vu. Non, c'est sûr que je l'ai vu, et puis je t'ai vu jouer comme à plusieurs challengers que je me rappelle, définitivement, mais gauchère, j'étais tout en je voulais être gauchère. Je voulais vraiment être gauchère. C'est toujours un avantage. Contente d'avoir été gauchère. J'aurais pris d'être gauchère, n'importe quoi. Mais ouais, c'est quelqu'un que... mais c'est sûr que quand t'es jeune, tu regardes à tous les joueurs qui ont passé devant toi, tu sais, comme qui sont un peu plus vieilles que toi. Fait que c'est sûr que j'ai regardé ce que Charlotte faisait, puis je savais qu'elle était quatrième au monde chez les juniors. Si tu m'apprends pas une nouvelle incroyable, là, je le savais. Je sais que c'est une très, très bonne joueuse. Elle est encore. Non, je sais que c'est une très, très bonne joueuse. Fait que oui, je l'ai follow un peu quand j'étais jeune, c'est sûr. Intéressant. Tantôt, je parlais presque au passé
de ta carrière universitaire parce que, bon, t'es dans ta dernière année, tu la vois comment, cette tournée d'adieu-là universitaire? Parce que là, t'en parlais avec tellement d'enthousiasme, tellement de bons mots. T'as-tu déjà un brin de nostalgie ou t'es comme une athlète, là, tu géreras quand tu seras rendu là? Ben, c'est sûr que oui, je prends toutes les journées, une journée à la fois, ça c'est sûr. Puis je suis pas tant quelqu'un qui est très nostalgique. C'est quand ça va être fini, puis je vais être capable de move on. Mais c'est sûr que jouer avec les filles, comme ça va vraiment me manquer. Puis comme le niveau d'adrénaline, puis je parlais à ma coach, à un de mes coachs, puis j'étais comme, tu sais, être à 12, parce qu'il n'y a pas d'avantage au college, être à 12, puis c'est deuxième service, puis tu veux pas faire une double faute. Tu sais, là, ce niveau de stress, là, ça va me manquer, là, me semble. Là. Comme ça, je vais être comme, tu sais, comme au ça, casino, mets bien de l'argent sur quelque chose, tu vas avoir la même sensation. C'est la seule affaire qui va comparer, je pense. Depuis sa retraite, Charlotte a des problèmes Non, de gambling. même Elle cherche le thrill du jeu. C'est parce que je sais qu'est-ce qu'elle veut dire, ce sentiment de oh my god, non, je veux pas. Ouais, ce sentiment de genre shaker puis sur quelque chose que tu sais, t'as tellement fait souvent, puis t'es comme oh my god, je peux pas lancer là. Tu sais, comme ça, genre, je sais que ça va me manquer. Ou juste comme, ouais, ça va sûr. te manquer, c'est bon, c'est un bon signe. Puis avec une foule qui crie, tu sais, comme, tu sais, c'est ça, universitaire, c'est tellement différent de, tu sais, c'est plus Coupe Davis, c'est plus proche de la Coupe Davis. Définitivement. Non, c'est sûr que ça va vraiment me manquer, mais c'est ça, tu sais, j'y vais vraiment comme une journée à la fois. Puis là, c'est NCAA, c'est un gros tournoi, fait ça va juste bien finir les choses, tu sais. On vient d'avoir le draw ceremony qui vient de finir juste avant que je vous appelle. Fait que, tu sais, c'est comme le meilleur moment de l'année qui arrive. Fait que, tu sais, je suis vraiment excitée pour ça, puis je pense que ça va juste comme bien finir, puis je vais juste tout donner ce que j'ai, puis après, je pense que je vais être capable de tourner la page. Je pense. Deux petites questions pour toi, puis Charlotte, si tu veux, tu pourras en marquer. Mais bon, la première, avant qu'on parle de la fin de ton parcours universitaire, bon, il y a toute cette nouvelle règle-là, les NIL, c'est-à-dire que les athlètes qui peuvent vendre leur image et tirer un profit monétaire de ça, ce qui n'était pas le cas, bon, il y a à peine un an, là, un an et demi. Là, maintenant, les athlètes peuvent profiter du fait que, bon, les universités profitent de leur image pour vendre des billets, bon, peuvent, en gros, là, ça veut dire que les athlètes peuvent être commandités ou à peu près. Là. C'est un peu ça que ça veut dire, ce qui n'était pas le cas avant. Et ça change un peu, bon, toute la nature du sport NCAA, mais tu disais que pour les joueurs étrangers, là, comme toi, tu es une Canadienne qui joue aux États-Unis, c'est un peu différent. Peux-tu nous expliquer un peu c'est quoi la différence pour les joueurs importés, là, comme on dit dans le jargon? Ben dans le fond, pour les gens qui sont internationaux, à cause qu'on étudie à l'étranger sur un visa qui est un F1, tu peux pas travailler aux États-Unis. Tu peux faire aucun travail. Alors, dans le fond, si moi, je fais un post Instagram, puis je me fais faire de l'argent, je fais avec une compagnie comme un deal, je suis comme, OK, je vais faire un deal avec vous. Pour 4 posts Instagram, vous allez me donner, par exemple, $500. Le problème, c'est que ça, c'est un travail pour moi, de faire les 4 posts Instagram. Alors, moi, je peux pas faire les 4 posts Instagram quand je suis aux États-Unis. Alors, il faut que je fasse mon travail à l'extérieur du pays. Fait que ça complique vraiment les choses pour les gens qui sont internationaux parce qu'il faut tout le temps faire, tu sais, en ce moment, je suis aux États-Unis comme, disons, 8 mois par année. Puis, où que je peux me trouver des deals, c'est aux États-Unis. Fait que là, exemple, je vais aller me trouver un deal avec quelqu'un aux États-Unis, une compagnie, puis je suis comme, voici ça. Puis ils sont comme, OK, est-ce que tu peux faire des posts à toutes les semaines? Je peux pas vraiment faire ça. Parce que, justement, je peux pas faire de travail là. Fait que ça complique vraiment la chose pour les étudiants internationaux. Puis, ils ont fait le NIL, mais ils n'ont pas encore pensé aux étudiants internationaux. Fait que les écoles commencent à vraiment trouver des façons, mais c'est vraiment, vraiment plus compliqué. Puis ça nous coûte quand même beaucoup, disons, en international. C'est vraiment, vraiment plus compliqué que pour un étudiant qui est américain. Mais espérons que dans les prochaines... En fait, je suis sûre que dans les prochains 2-3 ans, ça va évoluer puis ça va être de mieux en mieux pour les étudiants internationaux, mais pour l'instant, ça reste encore pas mal compliqué. Ben, c'est sûr que c'est des règles qui restent à peaufiner, parce que même par rapport à la NCAA elle-même, ça a comme ébranlé un peu les structures de la NCAA, parce que maintenant, tu as des universités qui sont commanditées par des milliardaires, qui ont comme débalancé l'ordre. Quand tu as des mécènes qui donnent des millions et des millions de dollars à des universités pour attirer des athlètes, tu es en train de complètement débalancer le niveau compétitif entre les universités. Puis ça, ben, la NCAA, je sais, réfléchit déjà à ça, parce que tu changes complètement la nature du niveau de compétition entre les universités quand tu en as qui sont financés par
des milliardaires, puis t'en as d'autres. Mais en même temps, tu sais, j'ai hâte de voir parce que, d'après moi, il y en a qui sont capables de contourner les règles. Quand on regarde un joueur de hockey comme Gavin McKenna, là, puis je parle en connaissance de cause, qui signe un contrat de 700 000 pour aller jouer à Northeastern, ben, j'ai l'impression qu'ils trouvent, eux autres, des espèces de détours pour pouvoir payer ces athlètes qui viennent d'autres pays. Puis toi, tu as eu la malchance, si on veut, d'avoir déjà été aux États-Unis ou d'avoir déjà commencé ton parcours universitaire. Peut-être ça aurait été différent si tu avais commencé 5-6 ans plus tard, puis tu aurais peut-être déjà eu des bourses invitées, parce que quand tu es une des meilleures, quand tu fais partie des centres nationaux, par exemple, le Centre national Tennis Canada, à peu près tous ces joueurs-là vont être admissibles à avoir des bourses là, pour aller jouer dans des collèges universitaires parce qu'ils sont parmi les meilleurs de leur âge au monde. C'est encourageant quand même de voir qu'on s'en va vers ça parce qu'il y a quelques années, quand moi, je faisais le processus justement de est-ce que je vais à l'université ou est-ce que je vais pro, c'était très différent. C'était vraiment strict. Tu ne pouvais pas accepter d'argent. Il y avait vraiment comme un petit minimum, disons, là, comme ça, où est-ce que tu étais enfreint à ne pas accepter aucun argent quasiment, même quand tu pouvais faire beaucoup sur les tournois, tu ne pouvais pas l'accepter jusqu'à un certain montant. Donc là, au moins, on s'en va vers quelque chose qui va être peut-être plus lucratif plus intéressant, alléchant pour les athlètes qui veulent justement fournir un petit peu, parce qu'elle l'a dit tantôt, Mélodie, c'est vraiment dispendieux aussi d'avoir une carrière puis d'essayer de percer comme ça. Donc, ça peut être une bonne alternative. Dernière chose pour toi, Mélodie, après, on va te laisser aller. Sans révéler, mais tu me disais que, bon, après ta carrière universitaire, là, tu as décidé de ne pas passer chez les pros. Pourquoi tu as décidé de ne pas le faire? Puis pourquoi tu annonces ta retraite? Dans le fond, j'ai vraiment passé longtemps, puis souvent, mais c'est juste vraiment, vraiment dur financièrement de financer une carrière chez les pros. En plus, tu sais, c'est sûr que Tennis Canada pourrait m'aider, mais c'est très dur d'avoir comme des montants assurés puis se dire, OK, j'ai exactement ce montant-là. Tu sais, personne ne peut vraiment te donner de promesses. Fait que, tu sais, c'est vraiment dur d'avoir quelque chose. Puis moi, ben, mes parents ils n'ont pas nécessairement les moyens de me supporter là-dedans. Fait que ça serait ma propre argent que je devrais mettre là-dedans, l'argent que j'ai ramassé toute ma vie avec certaines affaires. Puis après, si je shakeais à 12, ben je pense que je vais shaker encore plus si j'ai 25 000 si j'ai mon 25 000 que j'ai investi dans ce service-là. Mais fait que ça, c'est une des raisons, mais c'est pas la seule aussi. C'est que la vie professionnelle, c'est vraiment glamour. On voit tout le beau côté à la télévision, mais c'est vraiment pas comme ça dans la vraie vie. Si j'ai côtoyé, je connais beaucoup de monde qui sont sur le circuit. Puis, un exemple, Emma Navarro était sur mon équipe il y a 3 ans. Sa sœur est sur notre équipe en ce moment. Puis moi puis Meg, on est vraiment proches. Fait qu'Emma vient souvent. Puis c'est vraiment pas facile. Puis Emma était top 10 dans le monde. Ouais. Top 10, là. Fait que, tu sais, puis elle comme moi, c'est vraiment lonely. C'est vraiment pas facile. Elle a pris un break récemment. Justement parce que tu as besoin d'une pause. Fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment dur. Puis j'ai joué un tournoi, j'ai joué un 100 000 ici, ils m'ont donné un wildcard en double la semaine passée. Puis je frappais sur le terrain, puis j'étais comme, wow, je pense que je suis la personne qui aime le plus le tennis ici. Comme c'était phénoménal. Fait que j'étais comme, mon Dieu. Fait que ça a juste confirmé ça. Puis mon mère est venue me visiter, puis j'étais comme, ouais, maman, non, ça le fera pas. Je pense pas que je vais continuer. Fait que c'est sûr, ça va être difficile, mais il y a différentes raisons. Puis tant que je suis correct avec ma décision, je pense que ça va être correct. Fait. Charlotte, toi, tu l'as vécu, ça, c'est de jouer pro. Puis je trouve que ça expose tellement. Tu sais, tu as été championne nationale en double. Là. Ça veut dire que, mettons, je vais le résumer simplement pour les gens, là, puis tu me corrigeras si je me trompe, Mélodie ou Charlotte, mais ça veut dire que dans les gens de ton âge, tu es une des meilleures joueuses de double au monde. Tu sais, mettons, dans les gens de ton âge, mettons, on inclut, en tout cas, amateur, là, à tout le moins, là. Et puis toi, tu te poses la question, tu as gagné la NCAA, là, puis tu te dis, ben, je pense pas que t'as le niveau de talent pour aller jouer pro, c'est sûr, mais tu dis, je ne suis pas financièrement viable. Puis, tu sais, c'est la même chose pour toi. Tu sais, si, mettons,
si on pouvait vivre, à partir d'être 300e au monde, bien vivre de ce sport-là, mais je trouve que ça expose tout un problème. Puis je parle de l'exemple que je donne tout le temps, c'est celui d'Alexis, où tu es 200e au monde. Mais s'il jouait au hockey, Alexis, il ferait 5 millions par année parce qu'il jouerait sur un deuxième trio ou un pairing. On pourrait faire un épisode complet là-dessus. Non, mais puis, tu sais, je trouve ça... C'est vraiment décourageant. C'est vraiment triste. C'est ça, les sports individuels, dans un sens, je comprends que c'est différent parce que c'est pas des équipes où est-ce que tu peux avoir plein de joueurs sur une équipe puis tu as beaucoup de financement, mais comme tu dis, il y a plein de joueurs qui auraient peut-être le potentiel d'aller puis d'en faire une carrière, mais c'est pas viable. La NCAA, c'est peut-être je me trompe là, c'est peut-être le deuxième circuit le plus fort avant le tour, tu sais. Fait que je sais pas, Mélodie, si je me trompe, mais il reste que crime, c'est tous des athlètes de haut niveau là, qui jouent là. Puis, tu sais, je trouve que ça expose un problème. Peut-être avant qu'on te laisse aller, tu sais, peut-être un mot sur, je sais pas, la fierté de ta carrière. Est-ce que tu vas beaucoup t'ennuyer du tennis? Est-ce que tu es en paix avec ta décision? Puis, parle-nous un peu des émotions là, de faire comme, ben là, c'est la fin. Ouais, c'est sûr, ça va me manquer. Puis je l'ai même pas encore dit à tout le monde. J'ai même pas encore... Breaking news. Non, ouais, c'est un big news. Wow! Non, c'est pas si gros que ça. Mais non, c'est ça, il y a encore du monde. Parce qu'au début de l'année, je pensais aller pro. Fait qu'il y a du monde qui vient me demander « Ah, fait que tu vas jouer? » Je suis comme « Non. » Mais c'est sûr que ça va être nostalgique. Je suis quelqu'un je suis une adrenaline junkie. Tu as vécu dans ce monde-là tellement longtemps que c'est sûr que ça va me manquer, mais... Je vais peut-être essayer de faire d'autres sports. Mais tu sais, je veux continuer à jouer pour le fun. J'aime vraiment le tennis en tant que tel. Tu sais, j'ai vraiment redécouvert mon amour pour le sport à l'université. Fait que j'espère vraiment rester dans le domaine du sport. Puis, hopefully du tennis. Mais non, je pense que ma décision est prise. Puis ma décision est prise. Fait que je vais être capable de... Je suis correct avec ça. Puis tu disais que tu allais étudier en physiothérapie, alors tu vas rester proche du sport. Ben, félicitations pour ta belle carrière. Mine de rien, c'est pas banal là, d'être champion national NCAA aux États-Unis. Tu peux être vraiment fier de toi. Merci une fois de plus d'être venu, Mélodie, sur le podcast Sur la ligne. Puis en terminant, peut-être que je t'invite à nouveau. Quand tu veux, si tu restes dans le monde du tennis, tu peux venir nous voir quand tu veux. Puis si tu cherches un petit peu d'adrénaline, ben t'as deux choix. Soit tu vas au casino comme Charlotte te le recommande. Sinon, on va organiser un match entre toi et Charlotte. Un 2 de 3. Pas d'avantage. Pas de deuxième service. Pas de deuxième service. Gagnant fait 50 000 $. 50 000 $. Je sais pas qu'on va financer ça. Là, Hugues, il trouve toujours de l'argent. Il va nous arranger ça. Là. On organise ça, là, un genre de match à la Jake Paul. Mélodie, ça serait le fun. Ça serait le fun. Pour 50 000 $, on va jouer, c'est sûr. Ouais, comme finalement, on va continuer de frapper pour une couple de mois au cas où cet été. On le fait en marge de l'Omnium Banque Nationale. Merci beaucoup, Mélodie Collard, puis félicitations une fois de plus pour ta carrière. Merci à vous. On en parlait à la fin de l'entrevue. C'est sûr, Charlotte, ça expose un peu... le problème du sport, du tennis professionnel, si on veut, c'est quand même dommage, Hugues, que je veux dire, une fille qui est championne nationale puisse pas, ou ait pas la confiance pour aller essayer chez les pros en se disant ça va coûter trop cher, le risque est trop élevé. Puis tu sais, Charlotte, tu l'as vécu. Je sais pas, est-ce que tu trouves que le tennis doit se poser des questions à ce niveau-là, Hugues? Puis je vais aller avec toi, Charlotte. Ben, écoute, le joueur de tennis, je l'ai souvent dit, c'est son propre Inc. C'est une compagnie en soi avec ses dépenses et tout ça. Il bénéficie pas de l'attrait des commanditaires, du contrat télé qu'une équipe de hockey peut avoir, par exemple. Fait que c'est un peu boiteux toujours de dire que le joueur de troisième trio, ben, il est l'équivalent du 200e au monde au hockey. Oui, en termes de talent mondial. De talent sportif, c'est la même chose. Mais la visibilité média n'est pas la même. Tu es 200e au monde, tu perds au premier tour, ou tu joues en challenger, il n'y a personne qui te voit. Donc, forcément, la valeur média n'est pas la même. Fait que c'est pas comme un sport d'équipe. Mais moi, je trouve aussi que le sport, que le talent au tennis est pas valorisé à son plein potentiel. Puis c'est pas dommage, c'est pas normal, tu le dis, qu'une championne nationale puisse pas faire carrière. Elle peut même pas essayer. Ou même pas essayer. Puis la même chose, tu sais, Charlotte, tu l'as vécu, tu as passé chez les pros, puis bon, tu as pris ta retraite quand même relativement jeune parce qu'à un moment donné, les montants deviennent un peu débiles, tu sais, puis on l'a dit, tu as été 4e au monde, là. Je veux dire, tu es une des meilleures joueuses juniors au monde. C'est là que ça devient très difficile psychologiquement aussi de dire je veux aller pro, mais on le sait, ça
ça va te coûter environ 150 000 par année Exact. parce qu'il n'y a pas, Pas d'entraîneur, une organisation qui paye pour toi. Il n'y a pas l'équipe qui va payer ton coach, qui va payer ton avion, qui va payer ton hôtel, comme par exemple dans d'autres sports. Nous, tout part de nous. Donc, si on veut voyager avec un entraîneur ou même un physio ou un parent ou un ami ou un partenaire de frappe, peu importe, c'est nous qui doit payer pour nos dépenses, ses dépenses. Donc, tout sort de notre poche. Oui, on peut avoir des commanditaires, mais comme on disait, quand tu es jeune ou tu essaies de partir, c'est pas tout le monde qui va te donner 100 000, 200 000 comme ça. Puis, ben c'est ça, c'est les dépenses d'hôtel, le manger, l'équipement, le physio, le fitness, tout ce qui englobe le tennis, qui est un sport quand même assez dispendieux. Ouais. Je Je pense que le circuit, c'est poser des questions. Ils ont réparti un peu mieux. Une redistribution qui exact. était peut-être plus Exact. égale, peut-être qui aidait ceux qui étaient justement pas dans le top 100 parce que... Pour les qualifs des Grands Chelems aussi. Ils C'est donnent ça, un petit peu plus. si t'es pas top 100 au tennis, tu fais pas Tu d'argent. peux pas en vivre, c'est Donc certain. ça, c'est la réalité. Exact. Oui, parce que tu as tellement d'argent dans les premiers tours Oui. des Grands Chelems. Tu sais. Oui, puis il y a tellement de dépenses qui sortent parce que tu vas pas jouer au coin de la rue, il y a pas Non. quelqu'un qui te paye pour aller jouer aux États-Unis puis tu restes aux États-Unis. Et les prize money, Charlotte, en ITF ou en Challenger, tu as des payes semaines. plus Tu fais à plus te que tu rendre gagnes, c'est là. presque sûr. Exactement. Donc, Quand tu gagnes 2, 3, 4 000, c'est une bonne semaine. Là, oui, à ce exact. Mais niveau-là. après ça, tu as ton avion, ton hôtel pour la semaine Ouais. et toutes les choses qui viennent avec. Donc, tu fais pas nécessairement d'argent. Il faut que tu repartes la semaine d'après. Il faut que tu payes ton coach. Donc, tout ça pour dire que c'est très dispendieux. Et si tu n'es pas top 100, et c'est sûr que là, si tu as un côté que t'es magnétique au commanditaire, encore mieux, tu vas faire plus. Mais si c'est pas quelque chose qui est dans toi d'aller chercher des commanditaires puis d'être marketable, comme on dit, c'est encore plus difficile. Ouais. Même si tu es top 100, tu vas pas nécessairement faire beaucoup d'argent. Donc, Exact. si tu n'es pas top 100 et tu dépenses 150 000 par année, mais que tu n'en fais pas tant que ça, ben, au bout du compte, ben, tu peux être en déficit. Mhm. Puis même si par exemple, ça te prend 3-4 ans que tout va bien, puis dans 3-4 ans, tu es top 100, ben fais 100 000 fois 3-4 fois. T'es Pour le déjà, récupérer, là, ouais. t'es déjà dans le trou. Donc, Ouais. c'est prenant mentalement. C'est un gros poids sur les épaules. Si tu n'as pas d'aide financière, évidemment, c'est la réalité de plusieurs joueurs. Je pense que les gens ne réalisent pas toujours l'ampleur que ça peut prendre, puis le fait que ça peut vraiment te bloquer. Ouais, mais tu sais, Mélodie en parlait tantôt, elle dit je suis à point de match puis je shake. Imagine quand tu es à point de match, à 6-6, au bris d'égalité, puis c'est la différence entre je vais être capable de payer mon hôtel Exactement. la semaine prochaine. Exactement. Le monde ne réalise pas. Là. Ouais. Tu n'as pas juste à te concentrer sur le sport. Puis bravo si tu es capable de compartimenter à ce point-là, mais je pense qu'il n'y a pas un humain qui est capable de jamais penser à ça. Puis là, tu lances la balle des airs, puis tu es comme si je le manque, je suis Ça dans le change trou. tout pour, Ça change tout, c'est pour sûr. ton jeu puis ta progression. Puis aussi, c'est ça qui est bien avec les universités américaines, c'est que tu peux au moins avancer pendant ce temps-là, puis avoir un plan B, si Exact. on veut, pour Voilà. rebondir par la suite. Parce que si tu t'en vas tout de suite pro, comme moi j'ai fait, ben on dirait que tu n'as rien d'autre. Puis si tu réussis pas, ben... Si tu réussis pas vite, Ouais, mais comme on Ouais. disait, je pense Exact. que tout le monde à ta place aurait pris la même décision. Ben, quatrième à au monde l'époque, quand là. même, ouais. T'étais pas le profil de joueuse. Puis, Ouais, exact. Puis on saura jamais comment, si tu avais joué 10 ans, qu'est-ce que ça aurait été. Peut-être que Ou si peut-être- j'étais allée à l'université américaine. Peut-être. Donc, Et puis mais on peut peut-être pas ça aurait vivre rien changé. en Non, pensant non. comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, entre guillemets, tu peux pas regretter ta Non, décision. exact. Parce que Exact. C'est la peu chose à près faire. 100% des la joueurs, chose ou à à peu faire. près, prenaient cette décision-là à ton niveau de Ouais. joueur. Là, tu sais. Bon, Bianca n'a pas plus allé Exact. chez Ben, Félix, Dennis. Félix, c'est même bon affaire. exemple, Ils ont Dennis, passé ouais. chez les pros. Tu sais, ben, Marketa Vondrousova n'a pas décidé, je pense, à ma connaissance, d'aller jouer. Puis c'est elle qui était numéro 1 à l'époque où tu étais chez les juniors. Là. Exact. Puis bon, elle a finalement gagné des grands un grand chelem. Là. Alors, Rybakina et tout cela. non, c'est ça. C'est pas ces joueuses-là qui. T'étais la candidate parfaite à passer chez les pros. Mais moi, tu je sais. dis toujours, il faut que tu aies un petit peu de chance. Ben oui. Faut que Ouais. tout soit enligné pour Ouais. toi quand tu décides d'aller pro. Faut pas que tu aies de blessure. Faut que tu aies le financement. T'as la faut- tête, là, faut aussi. Ouais, faut pas que tu aies une grosse rupture dans ta vie ou quelque Ouais. chose qui se passe. Faut vraiment que Ouais, ça il faut un débloque. contexte parfait. Là. Ouais, Ouais. c'est ça. Des conditions gagnantes. Les Ouais. amis, on avait plein d'autres sujets. Là. On s'étirera pas trop si vous ne le dérangez pas parce qu'on a fait plus long avec Mélodie Collard, mais je veux qu'on parle rapidement peut-être Carlos
Alcaraz qui a annoncé qu'il allait se retirer à Roland-Garros. Dans le dernier épisode, on laissait sous-entendre là, que ça regardait moins bien pour lui. À quel point c'est gros cette nouvelle-là qu'il ne pourra pas défendre son titre historique de l'an passé. Ben, c'est énorme. C'est énorme. Tout le monde veut voir cette rivalité-là dans les grands moments. Un des plus beaux matchs que j'ai vu de ma vie, la finale de Roland-Garros, Alcaraz-Sinner en 2025. Je me régalais à l'idée de revoir un match semblable. C'est vraiment triste, mais je me demande ce qui se passe aussi avec Alcaraz. Blessure au poignet, OK, y a-tu autre chose? On va le savoir un petit peu plus tard, j'ai l'impression. Il gagne en Australie, bon, très bien, mais depuis, ça va beaucoup moins bien. Qu'est-ce que tu sous-entends? Ben, je sais pas. J'ai l'impression que c'est bizarre, une blessure au poignet qui semblait un peu anodine, lui fasse se retirer de 2 mois et demi, 3 mois de la saison, et dont le Grand Chelem où il y a 2000 points à défendre. Donc, on verra. Carlos. Charlotte. Je le prendrais pas mal, Carlos Alcaraz. Ça peut être ton nouveau nom, on pourrait t'appeler Carlos. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que j'ai eu le même commentaire il y a quelques jours où est-ce que dans l'optique où ça va moins bien, il a perdu son entraîneur, il a quand même bien débuté la saison, mais là, il y a clairement une baisse. Puis, on parlait souvent de sa motivation, son intérêt. Lui-même en a parlé. À être sur le terrain. On le sait qu'après... les Olympiques, ça a été dur. Après les Olympiques, il y a puis des aussi moments... après Montréal, qui disait qu'il se sentait pas pouvoir complètement se laisser aller puis être lui-même sur le terrain. Il en avait parlé avec ses entraîneurs, puis ils ont comme un peu... dit OK, vas-y, retrouve la passion, le feu que tu as besoin pour t'amuser puis apprécier ton temps sur le terrain. J'ai l'impression que là, en ce moment, oui, il y a la blessure. Il doit avoir une blessure. Oui, je nie pas qu'il y a une blessure. Mais comme toi, je sens qu'il y a peut-être d'autres choses. Peut-être qu'il a besoin d'une pause. Peut-être que émotionnellement ou son désir d'être sur le terrain, de compétitionner est moins là. Et dans ce temps-là, lui, je pense qu'il se respecte beaucoup là-dedans. Il en parle. Il est quand même assez vocal avec son équipe. Je sais pas. C'est une question qui m'est venue il y a quelques jours. Est-ce que le sport est rendu trop gros? Est-ce que l'horaire n'a pas foutu bon sens dans le monde du cinéma? Est-ce que l'exposition médiatique... Tu sais, je veux dire, un gars comme Carlos Alcaraz ne peut pas aller manger au restaurant tranquille. Là, tu vis ça un peu, toi, hein, quand tu vas au restaurant, là, tu te fais harceler tout le temps. Comment? C'est comme... On s'y fait pas, honnêtement, on s'y fait pas. Non, mais Alcaraz, je sais pas, je pense qu'il y a une certaine fragilité. Je le répète, après les Olympiques, sa défaite contre Djokovic, ça lui a fait très mal. Il y a eu je dirais pas que c'est une dépression, mais il y a eu une baisse émotive pendant plusieurs mois, et c'était connu, il le disait. C'est un gars qu'on aime voir sourire sur le terrain, qu'on aime voir s'exprimer. C'est visible quand ça va moins bien. On a vu à Miami que ça allait pas bien quand il a battu il a perdu contre Sébastien Corda qui a fait un très bon match, là, cela dit, mais c'était pas lui-même. Là. Donc j'ai l'impression que au niveau mental, il y a des hauts et des bas. Et là, c'est une période où il est plus bas. Il y a de l'inconstance émotionnelle chez lui, puis je trouve que ça l'affecte plus que d'autres. Oui. Donc, Sinner, par exemple, plus robotique, plus vraiment droit, ça toujours pareil, on voit pas vraiment de changement, tandis que... Mais le calendrier, c'est vrai, Alex, tu as raison. Le premier point, c'est ça. Les gars, les filles sont brûlés, plus les rencontres par pays, aussi, plus le Master. Tu n'as pas le choix, plus les mandatory. Ils sont tous dans le même bateau, ben oui. Puis malheureusement, ça crée cette pression-là sur les joueurs. La première chose que Nathalie Tauziat m'a dit sur Mboko pour 2026, c'est on va gérer son calendrier. Il faut. Parce qu'il y aura des pics à certains moments. Peut-être que sa défaite à Madrid, c'est relié à... Ils se sont dit, que c'était pas la semaine où on va être prêt à aller au plus haut niveau. Encore une fois, je spécule, mais il faut gérer le calendrier. C'est peut-être un cas... Tu dois faire des choix. Dans le passé, tu as Serena Williams qui a déjà dit, j'aime mieux aller magasiner que jouer au tennis. Évidemment, elle faisait une espèce de boutade, mais il y a peut-être Nick Kyrgios qui a déjà dit, mais il n'y a pas juste le tennis, ça. Pas juste le tennis dans la vie. Là, puis c'est peut-être un cas comme ça aussi. Tu te dis comme, attends une saison qui arrête jamais. Non, qui arrête jamais. Puis tu sais, Carlos Alcaraz, c'est déjà un des plus grands de l'histoire. Je sais pas s'il va falloir début vingtaine, mais il y en a des plus grands. Perdre certains des très, très bons joueurs. Pour réfléchir Pour se dire, OK, pour que le circuit se questionne. Là, la valeur est là. Ça fait du sens ce que tu dis, Charlotte. Ça fait beaucoup de sens. Est-ce que peut-être, si on est d'accord sur le fait que oui, c'est ce qui se passe, il y a un trop-plein, c'est difficile pour lui présentement. Il prend un pas de recul. Est-ce qu'il revient sous peu ou non? Et est-ce que ça amène un questionnement sur le circuit à se dire, bon, on en parle, on n'arrête pas d'en parler, mais est-ce qu'on fait réellement quelque chose par rapport à l'horaire qui est beaucoup trop chargé et qui amène cette
ce côté dépressif à l'horaire en tant que tel. Débile, même. Ben, en tout cas, s'ils perdent les rivalités payantes, et elle est payante, c'est cette rivalité Alcaraz-Sinner pour le tennis, c'est sûr que le circuit va dire, OK, peut-être qu'on devrait se questionner. Là. S'il n'y a pas d'autres finales Alcaraz-Sinner en 2026, ça serait surprenant, hein, parce qu'on parlait de l'écart entre les 1 et 2 et le reste. En même temps, c'est toujours impitoyable parce que il n'y aura plus Alcaraz, il va en avoir un autre. Ça va toujours être... va toujours... On dirait que qui pousse ça derrière, arrête c'est sûr. jamais. C'est sûr, mais on a quand même eu pendant 20 ans que Federer, Nadal, Djokovic. Et là, on a ces deux-là. Alors, est-ce qu'ils sont si faciles que ça à remplacer? Je ne sais pas. Mais les points que tu apportes, Carlos, ils sont très bons. À voir. Merci. Il faut que je te trouve un surnom. Merci infiniment pour cet épisode de Sur la ligne. On a encore plein d'autres sujets. On en parlera des influenceurs, des influenceuses la semaine prochaine. Je pense que c'est quand même un bon sujet. Puis je pense que c'est important d'en parler. Je remercie Mélodie Collard qui s'est joint à nous. Bonne retraite, Mélodie. Merci pour ta belle carrière. Je vous rappelle, elle est championne NCAA. Et comme c'est la tradition, je vais, Charlotte, te donner le mot de la fin. Bon tennis, Alex. Bon tennis, Hugues. Bon tennis, tout le monde.